ho molto voglia di imparare l'italiano, ma non ho avuto tempo fino ad ora. Eu, de facto, falo várias línguas. Uma delas é o português de Portugal. Una de las cosas que más me gusta es la literatura hispánica, because in Portugal, when I lived a couple of years in Portugal when I was young, pelo meu interesse pela cultura brasileira. Salut à toi et bienvenue sur Bonjour Professeur, la chaîne qui t'accompagnera dans l'apprentissage du français. Je suis là aujourd'hui avec vous pour parler de plurilinguisme. Plus précisément, comme le titre l'indique, être polyglotte. Alors, tout d'abord, qu'est-ce que ça veut dire être polyglotte? Polus vient du grec, ça veut dire nombreux, et glotta veut dire langue en grec. Donc c'est un mot qui vient de l'ancien grec et qui veut dire parler plusieurs langues. Donc est-ce que ça veut dire 2? Est-ce que ça veut dire 10? Je dirais que parler plus d'une langue nous rend polyglotte. Alors est-ce que je suis polyglotte? Oui. Combien de langues je parle? Quelques-unes. Ce n'est pas le sujet aujourd'hui, mais j'aimerais quand même vous montrer qu'il est possible de parler plus d'une langue, d'en parler 2, voire 3, voire 4. Et surtout, dans mon domaine, qui est l'enseignement du français, il était important d'aimer la langue en soi, mais aussi d'aimer l'échange entre les langues. Aujourd'hui, je vais beaucoup parler de culture, je vais parler de quelques conseils de comment devenir polyglotte, pourquoi devenir polyglotte. Donc on va traiter de ces quelques sujets. Donc si on commence par comment devenir polyglotte. Donc est-ce que je suis polyglotte? A versão portuguesa de Portugal. Eu, de facto, falo várias línguas. Uma delas é o português de Portugal, com a qual cresci, visto que os meus pais são portugueses. Alors, par le fait d'être né et avoir étudié à Genève, en Suisse, dans la partie francophone, je parle bien évidemment français. Est-ce que c'est ma langue maternelle? Est-ce que c'est ma langue seconde? C'est un débat qui est compliqué, qui souvent porte à confusion. Je dirais que même au niveau des études supérieures, les choses ne sont pas toujours claires. Si une langue est maternelle par le fait d'être parlée par la langue des parents ou par le fait d'avoir commencé cette aventure des langues avec la langue en question. Quoi qu'il en soit, pour moi, j'ai au même niveau le portugais du Portugal et le français. J'ai appris les deux langues, je les maîtrise de la même forme, si ce n'est que je ne pourrais pas enseigner le portugais parce que pour enseigner une langue, il ne suffit pas de la parler. Ça, malheureusement, beaucoup n'ont pas compris cela, cherchent à économiser. Certains apprenants veulent apprendre le français avec des natifs, mais être natif ne veut pas dire savoir enseigner la langue. Donc je peux enseigner le français, c'est les études que j'ai faites pour, mais je ne pourrais pas enseigner le portugais. Voilà, ça c'est mon point de vue. Hablo también español porque, bueno, he estudiado literatura hispánica, así que una de las cosas que más me gusta es la literatura hispánica, más española que hispanoamericana, diría yo. He estudiado mucho la generación de 98 con Valle Inclán, Pío Baroja, Tomás, Miguel Unamuno. Y de verdad que lo que me gustaba a mí era, y me gusta, sigue gustando, son las influencias retratadas en la literatura por lo que se había vivido en España en esa época del siglo XX, y por eso pues me interesé mucho a la literatura y también
por supuesto por mi libro predilecto que es El Quijote, ¿no? He hecho unos trabajos sobre el Quijote y creo que es una literatura que sigue casi, diría yo, 400 años después, una littérature magnifique, non? Donc ça, c'est mon espagnol. Je le parle à un niveau B2. En tout cas, ce sont les derniers cours que j'ai suivis. Et puis l'anglais aussi. So I do speak English too. So the relation I have with English was, I would say, passive, because in Portugal, when I lived a couple of years in Portugal when I was young, all the movies and all the cultural documentaries were only in original version. Portugal don't translate original versions. Therefore, I understood much more that I was able to speak. And at some point I decided to study at the university. So English literature, I was interested. And then I stayed 3 months in London, where I really practiced the language and learned a bunch of new words and expressions, and that's why I'm able to speak English. Then at some point I really used English and the other languages and the knowledges I have to be more professional with French, with teaching French, because when you are able to compare some particularities between languages, you do teach better. Também depois, pelo meu interesse pela cultura brasileira, pela facilidade também que eu tinha já com o português, que não é uma língua diferente, continua sendo português no Brasil, mas para quem realmente vivencia com as duas línguas, a gente sabe que há muitas diferenças, né? Então, no caso, minha esposa é brasileira e acabei aprendendo a língua como se ela fosse minha. Acabei aprendendo a língua de uma forma que ninguém poderia falar que eu não sou brasileiro. Não tem como detectar essas diferenças. Então eu acabo realmente falando português de Portugal quando necessário e português do Brasil quando necessário também. Alors, est-il possible réellement de parler comme un natif? Alors, pourquoi avoir cet objectif déjà? Est-ce que c'est réellement ce que vous avez besoin pour votre vie? Voilà, certaines personnes ont plus de facilité que d'autres, ça c'est une vérité. Mais en effet, j'ai toujours eu clair en tête ce qui était important pour moi dans chaque langue. Hein. Ho molto voglio di imparare l'italiano, ma non ho avuto tempo fino ad ora. Par exemple, j'ai des connaissances en romanche, j'ai des connaissances en allemand, même si je vais parler de l'allemand après, différemment. Et c'est vrai que l'objectif ici est de vous montrer qu'il est possible d'apprendre plusieurs langues, mais il faut déjà avoir une forte motivation. Donc je vais venir au comment devenir polyglotte. Donc tout d'abord, pour moi, c'est beaucoup de travail avant tout. Hein, beaucoup de travail. Mais ça doit être un travail organisé et surtout personnalisé. Et qu'est-ce que je veux dire par là? Organisé déjà parce que je pense, hein, je défends le fait que vous devriez avoir un planning d'apprentissage et vous y tenir. Hein. C'est comme ça que j'ai fait. Donc je vous passe mon expérience, mais aussi l'expérience en tant qu'enseignant et en voyant ce que les apprenants font et comment ils réussissent certains plus que d'autres.
Et une des choses que je vois, c'est que la persévérance est extrêmement importante. Donc il faut tous les jours réserver un moment, que ce soit 5 minutes, que ce soit 1 heure, que ce soit 10 heures, le temps que vous avez disponible pour réellement pratiquer la langue, pour apprendre la langue. On va voir après quelques suggestions pour apprendre la langue. Mais je dirais que planifier et s'y tenir est peut-être une des choses les plus importantes. J'ai dit aussi personnaliser. Pourquoi? Parce que nous sommes tous différents et nous avons tous des manières différentes d'apprendre, que ce soit une langue ou une compétence quelconque. Il faudrait d'abord comprendre comment vous apprenez. Et à partir de là, vous ferez moins d'efforts pour apprendre. Je vous propose 3 manières de le faire. Essayez déjà ces 3 manières et vous voyez si ça produit des effets sur votre apprentissage, si ça les améliore. Je dirais que pour moi, en tout cas ce qui a toujours marché pour moi et ce que je conseille à tous mes apprenants, c'est le livre audio plus la répétition à haute voix. J'ai fait cette vidéo qui va apparaître à ce sujet où j'en parle. C'est un exercice que je pratique encore aujourd'hui. Donc, je prends un livre audio, gratuit ou pas, et je fais play. J'écoute la première phrase et je lis le texte en même temps. Et puis, je fais stop ou pause à la fin de la première phrase ou premier paragraphe suivant la compétence que j'ai déjà dans la langue. Puis, je la répète à haute voix. C'est un exercice extrêmement complet. Il vous permet déjà d'assimiler la compréhension orale à la compréhension écrite. Ça vous permet de muscler, si on veut bien, votre appareil phonatoire, donc de mieux parler. Et de vous rendre compte justement des différences phonétiques par rapport à chaque langue que vous apprenez, ici en question le français. Donc comprendre la phonétique, les sons, est déjà un pas extrêmement important pour mieux parler ou pour apprendre la langue. Donc ceci pour moi est une des suggestions pour apprendre le français. Une autre serait d'acheter une méthode. Par exemple, j'en propose certaines dans la description de ma vidéo. Donc, une méthode comme Cosmopolite avec le livre des enseignants, c'est-à-dire avec les solutions, et puis d'une manière autonome, si vous avez assez d'autonomie pour cela, justement de faire une leçon par jour, donc d'écouter les textes, écouter les audios, de faire les exercices, puis de vérifier si vos réponses sont bien celles attendues par l'exercice, et cela de niveau A1 à C2, vous pourriez tout à fait utiliser cette méthode. Et puis une autre méthode où il n'y a pas d'investissement serait celle de choisir des musiques qui vous plaisent dans votre langue et puis de les traduire. Quand vous êtes dans ce processus de traduction, vous êtes en train de créer quelque chose. Je reparlerai de ça après. Mais traduire un texte, chercher les meilleurs mots dans un dictionnaire, bien sûr, ne mettez pas le texte dans Google Translate, ce n'est pas ça le but, mais essayez par vous-même de traduire, de chercher dans un dictionnaire quelques mots isolés et puis de créer des phrases. Ça sera un très très bon exercice aussi. Donc, comment devenir polyglotte? On vient de le voir. Et puis, je dirais pourquoi devenir polyglotte. Pardon, il y a beaucoup de vent. Je ne vais pas essayer de me coiffer. Pourquoi devenir polyglotte? Pour plusieurs raisons. J'ai fait une vidéo sur ça, 10 bonnes raisons pour apprendre le français en 2022. Je vous laisse la regarder. Je dirais principalement qu'avoir plus d'une langue dans son répertoire permet de faire des connexions différentes. C'est-à-dire que votre perspective est multipliée. Vous analysez et gérez les problèmes différemment.
Parce que apprendre une langue, c'est apprendre une culture. Et vous allez forcément commencer par la langue au début, mais arrivera le jour où celle-ci ne sera plus suffisante. Vous allez donc commencer à explorer, exploiter les différences culturelles et pourquoi on dit bonjour à tel moment et pourquoi on dira salut à un autre moment. Ce sont des différences culturelles qui sont extrêmement importantes dans la quête de la maîtrise de la langue. Il y a aussi des raisons professionnelles, pour votre carrière professionnelle. Être multilingue, c'est un atout, évidemment, pour une entreprise, mais aussi justement pour les raisons que je viens de mentionner, non pas seulement par la capacité de parler plusieurs langues, mais par le fait d'avoir justement cette capacité d'analyse différenciée, d'avoir cette ouverture d'esprit demandée par les différentes perspectives culturelles. Donc une entreprise valorisera beaucoup plus quelqu'un qui parle 2, 3, 10 langues que quelqu'un qui n'en parle qu'une, parce que cette personne-là, monolingue, n'aura qu'une perspective de la vie, n'aura qu'une manière de s'exprimer. Et quand vous commencez à apprendre plusieurs langues, vous vous rendez compte que vous devenez aussi plusieurs personnes différentes. Vous allez exprimer un souhait, une affirmation de manière différente si c'est en allemand, en anglais, en français ou en portugais ou en chinois. Et si on vient à quelques conseils pour devenir un polyglotte. Choisissez une langue pour laquelle votre motivation est réelle. Personnellement, j'ai essayé d'apprendre l'allemand à plusieurs reprises. J'ai au moins, 2 certificats de niveau A1, mais je n'ai jamais réussi à trouver les forces pour aller plus loin. Je n'ai jamais eu la réelle motivation pour apprendre cette langue. Il y a eu à un moment donné une nécessité professionnelle, donc je me suis investi, oui, mais il manquait toujours quelque chose de plus intime, de plus profond. Donc j'ai décidé de ne plus perdre mon temps avec l'allemand. Rien ne m'intéresse malheureusement dans la culture allemande, ni les films, ni la littérature. Et les quelques livres qui m'intéressent, je préfère les lire en français ou en portugais ou dans une autre langue. En effet, il faut être conscient de nos capacités aussi et être capable de dire stop pour ne pas épuiser nos énergies dans des choses qui ne sont absolument pas vitales et nécessaires pour nous, pour notre bien-être. Donc effectivement, l'allemand, malheureusement, est une langue que j'ai décidé de ne plus apprendre. Je viens à cela aussi pour dire qu'il est important d'avoir ses objectifs bien clairs. À quoi bon sert d'apprendre l'allemand au niveau C2 si votre utilité est justement de simplement demander un sandwich à un restaurant une fois tous les 2 ans quand vous passez à Berlin une journée. Vous voyez ce que je veux dire? N'ayez pas des objectifs surréalistes. Pour apprendre une langue au niveau où vous parlez votre langue maternelle, il faut énormément de temps, énormément d'efforts. Les gens parlent de 10 000 heures, peut-être. 10 000 heures, c'est un objectif qui fait tout à fait sens pour moi. Ça, on revient dans la persévérance de tout à l'heure, du long terme. Ça, c'est important, investir dans l'apprentissage à long terme. Ce n'est pas un sprint, mais un marathon, l'apprentissage d'une langue. Et en effet, si vous avez en tête quel est le niveau nécessaire pour cette langue, pour satisfaire vos besoins, votre ego, pourquoi pas, centrez votre travail sur les compétences que vous avez besoin. En réalité, par exemple, je parle de l'italien. J'aime beaucoup l'Italie, j'y suis allé plus d'une 20aine de fois
Et pourquoi j'aime l'Italie? Pour la restauration, la gastronomie, pour la culture, l'histoire en soi. Mais je n'ai pas réellement besoin de savoir écrire l'italien pour cela. Je n'ai pas vraiment besoin de parler, d'avoir un niveau C1 pour faire cela. Donc je me suis centré à un bon niveau A1 et j'ai appris les bases de l'italien. J'ai appris à demander un plat au restaurant, des boissons, à demander une direction, un itinéraire, des choses qui pour moi faisaient sens et je me suis arrêté à cela. Peut-être qu'un jour j'irai habiter en Italie, qui sait, en tout cas une période, et peut-être que là j'aurai envie d'aller un peu plus loin dans mon apprentissage, mais pour l'instant en tout cas sur ces 20 dernières années, je n'ai pas eu besoin d'aller plus loin dans l'apprentissage de l'italien. Donc vous voyez, je vous passe mon expérience pour vous montrer que quand j'entends « Ah, je veux parler français comme un natif » ou « Je veux parler français comme je parle, je ne sais pas, anglais », je dis oui, c'est très beau, c'est très bien, mais est-ce que vous en avez réellement besoin? Parce que ça va demander beaucoup d'efforts, beaucoup d'années, beaucoup d'heures passées à étudier. Donc, c'est le message principal que je voulais vous passer. Une chose est sûre, plus de temps vous consacrerez à la langue, plus rapidement vous l'apprendrez. Il faut être conscient de cela aussi. J'ai des apprenants qui en 3 mois passent de niveau A0 à un niveau A2, voire B1. Pourquoi? Parce qu'ils ont le temps et ils s'investissent peut-être 5-6 heures par jour à faire des exercices, à écouter la radio, à écouter des musiques, à traduire, à mélanger toutes les possibilités d'apprentissage qu'il existe. D'autres prennent 2 ans pour arriver à un niveau A2. Pourquoi? Parce qu'ils passent peut-être toute la semaine à parler leur langue maternelle, pourquoi pas l'anglais, et ne parlent français que dans le cours. 1 heure, 2 heures par semaine, 4 heures par semaine. Ce n'est pas assez. Donc effectivement, ayez attention à cela. Si vous voulez maîtriser rapidement une langue, il faut vous investir. Je parlais tout à l'heure de traduire et de créer. Quelques conseils. Des conseils que je vous donne, c'est de créer des textes, des chansons, ce que vous voulez, mais créer quelque chose parce que la recherche que vous allez faire pour créer fera partie de votre apprentissage le plus important, avec le plus grand potentiel. Et en effet, ces quelques conseils vous amèneront à la transformation. Quand je parle de transformation, je veux dire surtout culturelle, car elle est le reflet premier de cette transformation. À un moment donné, vous prendrez plaisir à chercher de l'information, des films, des interviews, des documentaires, des livres, dans une langue autre, donc dans les versions originales, et vous verrez qu'il y aura des subtilités de style littéraire qui vous permettront de vous approfondir encore plus dans la signification, dans le message de ce que vous êtes en train de voir, et ceci attirera votre attention, attirera votre curiosité et vous irez à chaque fois plus loin. En tout cas, c'est ce qui s'est passé pour moi et ça m'a permis justement cette richesse des langues, je dirais, de diversifier dans l'art en soi. Parce qu'on commence à un moment donné à tout connecter. À connecter l'art non pas seulement littéraire, mais aussi de l'histoire même de l'art, de l'histoire même de la société, de la sociologie, de la psychologie sociale et non sociale. Et quand vous commencez à faire ces connexions, vous vous rendez compte que la richesse des arts est peut-être une des richesses les plus importantes que vous puissiez avoir quand on parle de culture. Et puis, bien évidemment, parler des langues étrangères vous aidera, cliché, vous aidera dans les voyages, dans la communication, ça facilitera justement vos échanges à l'étranger ou même chez vous avec des étrangers. Alors, est-ce qu'il y a je ne vais pas dire des désavantages parce que je n'en vois pas personnellement, mais des revers de la médaille? Est-ce qu'il y a des revers
de parler plusieurs langues. Alors, je dirais peut-être le commérage. Qu'est-ce que je veux dire par là? Quand vous vous trouvez du coup dans un transport public, vous comprendrez plus facilement ce que les autres gens disent. Donc vous serez peut-être plus curieux, plus attentif aux conversations des autres. Par défi aussi des fois, par apprentissage, mais vous êtes souvent à même à écouter des conversations qui ne vous disent pas respect. Donc ça c'est peut-être un revers de la médaille. Et vous perdrez votre temps à écouter les conversations des autres plutôt qu'à faire des choses plus intéressantes comme apprendre une autre langue, pourquoi pas. Les amitiés, les amis sont parfois compliqués aussi. Pourquoi je dis ça? Parce que vous allez vous retrouver avec des amis de plusieurs langues différentes et un jour, ce jour viendra où vous vous retrouverez tous ensemble autour d'une table ou d'un café et vous passerez votre temps à vous partager entre les 2, 3, 4, 5 langues que vous parlez, à faire des traductions entre les uns et les autres et vous serez souvent le centre des attentions, le Google Translate du groupe. Et ça peut être amusant un moment, mais vous verrez que c'est un des revers, en tout cas pour moi, de parler plusieurs langues parce qu'on attendra toujours de vous des traductions et les meilleures traductions. Alors avec cela aussi, je dirais qu'on devient un peu plus critique de la société, mais aussi des mauvaises traductions, des étiquettes erronées, des films mal sous-titrés par exemple, j'en passe, hein. Il y a tellement de choses qui du coup deviennent centre de nos critiques. Et pour moi, un grand défi qui a été trouver une profession qui me permette justement de pratiquer ces différentes langues constamment. Quand on est polyglotte, on aime justement communiquer, on aime se communiquer en plusieurs langues, non pas seulement une. Et ce qui fait que quand j'ai décidé de devenir enseignant, j'ai décidé de devenir enseignant pour le français comme langue étrangère, c'est-à-dire pour des non-francophones. Ce qui implique que, en maîtrisant des langues étrangères, je suis aussi capable de mieux traduire, de mieux expliquer certains points de grammaire, par exemple, à un anglophone, un hispanophone, un lusophone, etc. Parce que je parle ces autres langues aussi. Et ce qui me permet de les pratiquer, je dirais, quotidiennement. Ça ne serait pas le cas si j'étais professeur de français dans un lycée avec des adolescents, par exemple. Je n'aurais pas à parler d'autres langues. Donc ça, c'est une des choses qui était importante pour moi. Et les emplois qui m'ont toujours attiré pendant mes études, mais aussi lors de quelques expériences, ces emplois ont été des emplois de, par exemple, réceptionniste, de développement d'affaires en plusieurs langues, vous voyez, de vendeurs, des choses qui portent à la communication plurilingue. J'habite d'ailleurs comme vous le savez, à Nazaré, ce que vous voyez derrière moi. À Nazaré, qui est une ville internationale du surf, avec les big waves, les vagues géantes. Vous avez sûrement entendu parler de cela. J'ai fait une vidéo sur ça, d'ailleurs, à la plage du Nord. Et c'est une ville où on entend parler toutes les langues, de l'hollandais, du Dutch, on entend parler de l'espagnol, du français, de l'allemand, de l'anglais, etc. Donc c'est extrêmement intéressant pour moi de pouvoir des fois communiquer dans d'autres langues. Et je dirais pour conclure que être polyglotte, c'est de mon point de vue un avantage. Peut-être seulement moitié de la population mondiale parle au moins 2 langues. Et en effet, faire cet effort pour être capable de parler avec quelqu'un qui ne parle pas notre langue est un défi constant. Même après des années d'apprentissage, des fois, on se rend compte qu'on ne sait pas tel ou tel mot ou telle expression. Mais c'est ce qui nous maintient dans le cap de la découverte, de la curiosité. J'espère que cette vidéo vous a plu.
J'espère qu'elle vous a motivé pour l'apprentissage du français. J'ai un lien sous cette vidéo, un lien superprof.pt qui vous permet d'avoir des accès privilégiés et des cours privés avec moi, personnalisés, individualisés. J'offre les 30 premières minutes de cette rencontre pour qu'on puisse établir des objectifs réalistes. Et puis, les prix sont tout à fait raisonnables, hein, surtout quand vous habitez dans des pays plus développés. Je sais que j'ai souvent des difficultés à atteindre un public africain ou de l'Amérique latine parce que bien sûr l'inflation et les salaires sont différents. Mais j'espère justement que ces quelques vidéos gratuites que je fais sur YouTube vous permettent de mieux apprendre ou d'avoir un soutien que vous n'avez pas forcément dans vos villes natales. Je vous demanderai simplement de vous abonner. Votre inscription est importante pour moi. YouTube commencera à partager mes vidéos de plus en plus suivant le nombre d'abonnés que j'ai. Donc abonnez-vous pour m'aider, c'est gratuit. Et puis n'hésitez pas à commenter mes vidéos, à me demander des vidéos sur tel ou tel sujet. Ça sera un plaisir de vous aider, de vous répondre à ces quelques questions. Voilà. Cette fois-ci, je vous dis au plaisir et à une prochaine.